Chaque soir, sur TV Liberté, vous pouvez suivre notre journal quotidien. Nous sommes parvenus à mener à bien notre mission de service public, parfois, je dois bien l'avouer, dans des conditions difficiles. Mais nous avons tenu bon pour vous. Si nous ne pouvons pas encore changer le système, eh bien il faut s'en servir. Utiliser leurs outils pour les retourner en notre faveur. Il faut avoir les bons réflexes, vous pouvez le faire en partageant massivement nos publications et nos vidéos, en ajoutant systématiquement des commentaires et bien sûr en aimant les contenus avec le fameux pouce en l'air. Et puis bien sûr, il faut vous inscrire à la newsletter, la lettre d'information de TV Liberté. Ainsi, vous recevrez toutes les actualités de la chaîne et nous ne serons plus tributaires des géants du numérique américain pour maintenir le lien, ce lien que nous avons tissé. Alors dès à présent, soutenez TV Liberté en appliquant nos propres gestes barrières avec des clics, des partages et puis bien sûr avec vos dons. Parce qu'ensemble, et seulement ensemble, nous serons solides. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau samedi politique. Au programme aujourd'hui, retour sur ces manifestations dites antiracistes, sur les joyeusetés de Dijon et sur les déclarations surréalistes de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Un lourd programme donc, à tout de suite. Et pour ce beau tableau, qui de mieux que Xavier Hofer? Bonjour Xavier Hofer, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes criminologue, on va reprendre toute cette situation à quelques semaines en arrière. Tout commence avec la mort de George Floyd aux États-Unis, un Afro-Américain qui décède pendant son interpellation. On a vu la vidéo de son interpellation, on ne va pas y revenir. On a donc évoqué les violences policières, mais pas seulement des violences policières, des violences racistes, de quoi réactiver le collectif Justice pour Adama, faisant référence à Adama Traoré, mort en 2016 après une interpellation de la gendarmerie dans le Val d'Oise. Ce qu'on peut peut-être déjà faire un petit rappel, parce que beaucoup de choses ont été dites, et on imaginait que parfois, en écoutant certains intervenants, que Adama Traoré avait été arrêté et assassiné pendant un contrôle de police alors qu'il se baladait dans la rue. Alors, si vous voulez, on va commencer d'abord par poser le cadre. On a un peu de temps, si on ne pose pas le cadre, on n'y comprend plus rien. Tout cela nous vient des États-Unis. Ça nous vient des États-Unis désormais plus rapidement parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a l'Internet, parce que tout le monde a une source d'information dans sa poche avec les téléphones portables, mais indéniablement, ça nous vient des États-Unis. Pourquoi cela nous vient-il des États-Unis? Parce que lors de leur constitution, les États-Unis ont suscité par leur mode de fonctionnement de l'époque un problème impossible à résoudre, qu'ils subissaient hier, qu'ils subissent aujourd'hui, qu'ils subiront demain, qui est celui d'une minorité qui n'a jamais été intégrée et dont je pense qu'elle est, il ne faut jamais injurier l'avenir, mais qu'elle est très difficilement intégrable, la minorité noire des États-Unis. Tout le monde est venu aux États-Unis. Enfin, j'entends à part la population originale des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, des peaux-rouges, on les appelle comme on veut, qui, naturellement, a été éliminé, balayé, cantonné dans des camps de concentration, mais des vrais, hein, et laissé crever dans des espèces de réserves sous la tutelle du gouvernement américain, fédéral, qui les balade d'un endroit à un autre quand il y a du pétrole, quand il y a du charbon, quand il y a n'importe quoi. À part eux, tout le monde est immigré aux États-Unis. Tout le monde est dans la même situation d'avoir vu dans le départ vers les États-Unis la solution de ces problèmes. La famine en Irlande, la surpopulation dans le sud de l'Italie, les manques de perspectives. Pour eux, l'arrivée sur le bateau, la statue de la liberté, c'était merveilleux.
tous, autant qu'ils sont, les Polonais, les Juifs de la Russie tsariste, naturellement, qui étaient affreusement persécutés. Tout le monde disait, ça y est, on est en Amérique, on va pouvoir refaire sa vie, tout va bien. Une exception, les Noirs, eux, ils ont été trimballés là-bas comme esclaves. Ils n'avaient absolument aucune envie ni besoin d'aller sur ce continent. Et ça, c'est une blessure originelle dont on ne voit pas comment elle pourrait être aujourd'hui soignée, guérie et disparaître. La preuve en est que décennie après décennie, depuis que l'Amérique est en trouble, ça n'est pas récent, enfin, les États-Unis d'Amérique sont en trouble, ça remonte aux séquelles de la guerre du Vietnam. Depuis lors, constamment, quand on interroge les Noirs des États-Unis, ils vous disent que le racisme, c'est pire que la génération d'avant, c'est pire que 10 ans avant. Si la société était en voie d'apaisement, naturellement, ce serait l'inverse. Mais là, c'est ça. Et quand vous allez aux États-Unis, j'ai résidé dans ce pays, j'y ai enseigné dans des universités, j'y ai passé des mois d'affilée. Vous vous rendez compte que les États-Unis vivent dans un état d'apartheid, comme l'Afrique du Sud. Et peut-être pire, parce que c'est doucereux, c'est gentil, tout le monde s'aime, gnangnan, etc., peace and love, in God we trust, etc. Mais au fond, ils vont pas dans les mêmes églises, ils habitent pas les mêmes quartiers, ils vont pas dans les mêmes écoles. Je crois que 7 enfants noirs des États-Unis sur 10, 7 sur 10, vont dans des écoles où il y a moins de 10% de blancs. C'est ça l'apartheid. Voilà. Et ils n'ont pas l'habitude les uns des autres, etc. Tout le monde vit côte à côte, mais ce que disait Colomb, on vit côte à côte et bientôt on vivra face à face. Aux États-Unis, le face à face, il est fait de longue date, et donc les gens se fréquentent pas, se voient pas, se parlent pas. Ce qui valide vos propos, c'est justement l'établissement d'une zone autonome dans la ville de Seattle qu'ils appellent Chase, ouais. Où c'est une organisation avec des Afro-Américains qui interdisent plus ou moins les blancs, qui leur demandent de payer une forme de tribut. Et où la police est interdite. Exactement. Alors, à la fin, cette situation, elle explose 1 ou 2 fois par décennie. Il faut savoir une chose, c'est que la police des États-Unis, elle n'existe pas. Ce sont toutes des polices locales. Il y a une police fédérale qui s'appelle le FBI. Le FBI, c'est une tête d'épingle. C'est 15 000 personnes pour 320 millions d'habitants. C'est peanuts, qui s'occupe uniquement des crimes les plus graves, les homicides, les tueurs en série, les gros braquages, enfin voilà. C'est l'aristocratie criminelle qui est traitée par le FBI, le reste, c'est les polices locales. Les polices locales, elles peuvent être infiniment, même les polices d'État, elles peuvent être infiniment brutales. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais dans ma vie d'adulte, j'ai pris une seule claque dans la figure qui m'a envoyé valser par terre. C'était en Californie. Il contrôlait le bus dans lequel je me trouvais. Le type regarde mon passeport, il dit « Vous êtes étranger ?» J'ai répondu « Oui ». J'ai pris une claque, j'ai volé par terre et il m'a dit « Yes, sir ». Parce que je n'avais pas dit « Oui, monsieur ». Je lui avais répondu « Oui », comme on fait avec la police en France. Ce sont des brutes. Alors, moi, j'étais pas le plus ciblé, j'étais pas récidiviste ni rien, mais imaginez ça dans un quartier, ce sont des brutes, et naturellement, ils sont brutaux, quelle que soit leur origine, qu'ils soient chicanos, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, ils sont généralement assez frustres, et ils sont extrêmement brutaux. Il faut garder les mains loin du corps, voilà, donc il faut pas plaisanter avec eux. Cette situation-là, elle est irrémédiable aux États-Unis. Ça continuera tant qu'on ne sera pas au royaume des anges, c'est-à-dire pas de mal à veille. Voilà, c'est ça. Désormais, tout ce qui s'est suscité depuis Martin Luther King, etc., pour résister à la pression, pour faire en sorte que les États-Unis ont vécu séculairement dans un état de séparation totale des races. Encore un exemple. Dans les années, c'est pratiquement gériatrique, c'était en 1965, j'ai passé tout l'été aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en 1965. Le moyen de transport le moins cher, c'est les bus Greyhound qui vont de ville en ville pour 10, 20, 30 $. Donc vous arrivez à la gare Greyhound, et là, dans le hall, il y a 2 sortes de toilettes. On est en 1965. La guerre de sécession s'est terminée 1 siècle avant. 1865, fin de la guerre de sécession. Là, vous êtes 1 siècle après, dans le hall de la station de bus, vous avez 2 séries de toilettes. Ladies and gentlemen d'un côté, men and women de l'autre. Tout le monde comprend qui a intérêt à aller dans les uns et pas dans les autres. C'était en 1965. Donc jamais en Europe ça a existé.
rapidement, l'héritage des Lumières, les droits de l'homme, etc., ont fait qu'on a corrigé, tant qu'il se pouvait, les excès du siècle auparavant, c'est-à-dire du XVIIIe siècle. Et dès le XIXe, c'était une affaire pratiquement terminée. C'était pas idéal, mais enfin, c'était... des lois existaient interdisant un certain nombre de pratiques. Aux États-Unis, ça durait encore il y a 1965. Quoi. Un adulte comme moi s'en souvient fort bien. Alors, ce que vous expliquez finalement, c'est qu'on a transposé en France des griefs contre une société majoritaire, j'allais dire, des griefs qui n'existent pas en France, mais qui nous viennent tout droit des États-Unis et de la situation dans les États-Unis, aux États-Unis. Mais c'est de l'agite-propre à la Soros. Mais alors, exactement, voilà, justement, on voit l'implication de cette association d'organisation Black Lives Matter, qui est en partie financée par l'Open Society de George Soros, et on sait que le collectif Adama a des liens directs ou indirects avec ce genre d'organisation. Donc on voit bien que finalement, c'est une sorte d'agite-propre, comme vous le dites, mais internationale. Voilà, il ne faut pas y voir une conspiration. Il y aurait des réactions à la situation d'apartheid des États-Unis, même si Black Lives Matter n'existait pas ou si M. Soros avait été rappelé à son créateur, mais ça existe parce que c'est spontané, c'est la société, les gens s'indignent, quoi, vous voulez. C'est un mouvement spontané, c'est spontanéiste. Mais naturellement, il y a des gens qui se greffent là-dessus, dans l'idée d'exploiter cette misère, cette souffrance réelle des fois. C'est pas drôle toujours d'être noir aux États-Unis. Et là encore, comment le perçoit-on? Comment l'ai-je perçu? Pendant la guerre du Golfe, vous avez, à un moment donné, Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui, ô combien avec raison, disent on ne va pas aller dans cette histoire d'invasion de l'Irak, la paix, on n'est pas dedans. Et donc, immédiatement, le régime américain, les Français, c'est que des lavettes, etc., French Wimps, etc. Et donc on est montré du doigt et dénoncé comme étant des moins que rien aux États-Unis. Quand à ce moment-là, je suis aux États-Unis avec ma famille, que vous êtes dans le bus et dans le métro et que vous parlez français avec votre famille, vous voyez les noirs du bus qui se marrent et qui vous font un clin d'œil en disant bienvenue dans le monde des chiens, quoi, bienvenue dans le monde des gens des moins que rien, etc. Parce qu'ils le vivent tout le temps. C'est bien réel, c'est pas une invention. Bon, alors. Le résultat de ça, c'est que bien entendu, il y a des révoltes. Alors, là-dessus, vous avez les forces qui poussent à la mondialisation, qui essayent de s'immiscer là-dedans et de financer et de pousser à la roue, de même que M. Soros et ses copains, c'est la dépénalisation du hashish. Évidemment, M. Soros, c'est un prédateur financier. C'est pas une médisance, il a été condamné jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à la Cour européenne, à chaque fois, comme étant un prédateur financier. Alors, bien entendu, si les gens sont défoncés au hashish, ils font plus trop attention à ce que sur leur compte en banque, et ça l'arrange bien, lui, cette histoire-là, d'avoir des gens qui sont un peu dans la confusion parce que sa prédation n'en est que plus simple. Pareil pour les histoires avec les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. S'il peut pousser à l'explosion de la société, c'est un anarchiste. Et pourquoi pousse-t-il à l'explosion de la société? Pas du tout parce que c'est un fou suicidaire, mais parce que naturellement, plus la société est désorganisée et plus la prédation financière s'y opère aisément. Voilà, c'est tout. C'est simplement dans l'idée, ça relève de la préparation d'artillerie quand on fait une offensive, vous savez. Voilà. Alors là-dedans, vous avez les nigauds qui se laissent avoir dans ce piège-là, mais pas tous. Pas tous. L'autre jour, j'étais avec des étudiants africains, des étudiants à moi africains, et le quartier où on était pas loin de la République. Et ce sont des Africains d'Afrique qui viennent faire leurs études en France. Hein. Et donc, il y en a un qui dit « Non, Métro République est fermé parce qu'il y a une manifestation de SOS Racisme ». Et ils me regardent tous et ils disent « Mais ces gens-là nous exploitent, on n'en a rien à foutre de leur salade, etc. Ils nous exploitent et c'est pas du tout notre cause et c'est voilà quoi. Donc qu'ils nous laissent la paix, on est assez grand pour se défendre s'il le faut. Ces gens-là se servent, ce sont des exploiteurs, alors que de même que dans le temps des gens exploitaient les prolétaires, il y a maintenant des gens qui exploitent les immigrés pour pousser leur propre calendrier et leur propre agenda. C'est ça la réalité. C'est pas si grave que ça. Bien souvent, ça relève du haussement d'épaule. Il faut avoir l'idée de la profondeur historique. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on détruit des statues. Hein, il y avait le courant dit iconoclaste dans l'Empire byzantin. Il y avait
regardez tout ce que les calvinistes ont fait dans les églises catholiques, hein, quand dans les endroits où ils dominaient, tous les trucs, les statues de saints, les machins, tout était ravagé. Ok, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais c'est pas bon signe pour ceux qui font ça, parce que c'est plutôt le signe d'un grand malaise que d'une... comment dire, vous voyez ce qu'il arrive aux talibans en Afghanistan, peu après qu'ils aient bombardé les statues du Bouddha, etc. Voilà, c'est le signe que c'est plutôt un réflexe comment dire, d'hystérie, d'agonie, etc., qu'un réflexe de bonne santé. Quand on est sûr de sa cause, on n'a pas besoin d'injurier les autres religions, on n'a pas besoin de faire brûler des statues, on est sûr de soi, on avance, on a une juste cause et on ne se livre pas à des sottises de cet ordre. Alors je vous propose à présent d'écouter quelques mots d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. C'était lors de la manifestation, une des manifestations du collectif Adama à Paris. Aujourd'hui c'est un rassemblement pour dénoncer le délit de justice. Aujourd'hui c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. Et alors avant de revenir sur le fond, je voudrais tout de suite qu'on revoie une autre vidéo, c'est celle de Christophe Castaner, parce que là on a vu que pour une manifestation en plein état d'urgence sanitaire, les gestes barrières, comme on dit dorénavant, n'étaient pas vraiment respectés. On va écouter Christophe Castaner, qui est pourtant le premier flic de France. Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits, parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanction et de procès verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. Voilà un monsieur qui est le gardien de la loi, hein, qui vient dire, écoutez, c'est pas la peine de respecter les textes en vigueur. Ce faisant, il commet 3 infractions. Une première infraction, c'est qu'il facilite la violation des règles liées au déconfinement, pas de rassemblement de plus de 10 personnes, amende. Ces règles sont également ce qu'on appelle des règles particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi, donc c'est la mise en danger délibérée d'autrui. Donc, c'est-à-dire qu'il commet aussi cette infraction. Et puis, une beaucoup plus grave, c'est l'article 432.1 du Code pénal qui dit que tout agent public, au hasard un ministre de l'Intérieur, qui prend des mesures destinées à faire échec à l'application de la loi, commet une infraction lourdement condamnée. Hein, c'est 5 ans, 45 000 € d'amende. Donc, ça s'applique aux agents publics qui prennent des mesures pour empêcher que la loi s'applique. Que fait d'autre ce bon Castaner à cette occasion? C'est quand même assez extraordinaire. Mais il fait quelque chose d'encore plus grave pour ses subordonnés en tant que patron de la police, c'est lui le chef. Hein. Il donne des ordres à ses subordonnés de ne pas faire exécuter la loi, ce qui est leur métier. Ils sont agents assermentés, hein, ils ont un rôle d'officier de police judiciaire et il leur dit ben non, vous ne ferez pas les PV, vous n'interpellerez pas les personnes, vous ne les identifierez pas. Et donc, il fait de ces policiers des complices de cette infraction. Alors là, on nage quand même en plein délire. On a une manifestation qui est interdite puisqu'on est en état d'urgence sanitaire. On a le ministre de l'Intérieur qui normalement est garant des lois et qui explique qu'elle est interdite mais finalement elle est autorisée et qui met non seulement, qui jette le discrédit finalement sur la loi française, mais qui en plus met la police dans une situation extrêmement compliquée. Vous savez, si M. Castaner, une fois dans sa vie officielle, était capable d'être autre chose que lamentable, ça se saurait. Eh ben voilà, c'est un truc lamentable de plus, c'est pas la peine d'épiloguer. Il est clair que, sans doute, nous n'aurons plus à le supporter très longtemps, mais en tant qu'esprit critique, il me manque déjà, vous voyez, parce que j'aimais bien. Voilà, c'était un peu un punching ball, Castaner. Mais alors le suivant, je sais pas s'il sera mieux, mais il sera moins rigolo, quoi. Sans doute, sans doute. Voilà, donc si vous voulez,
Naturellement, vous avez parfaitement raison, tout ça est complètement anormal. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui multiplie les pitreries, ben voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait autre chose que des pitreries. Puis alors, maintenant, on arrive à trouver tout le monde avec les téléphones portables, c'est même facile. Et bon, alors là aussi, c'est quand ça les arrange. Monsieur Lallemand, le préfet de police, la Gengis Khan, il ne trouve pas les gens qui organisaient... Bah oui, mais enfin, il faut bien que je trouve une comparaison, autrement ça serait pire. Donc, il ne trouve pas les gens qui organisent les manifestations de police. Bien entendu, il sait qui, parce qu'il n'a pas envie que la police lui explose à la figure. Alors il dit, bah non, on ne sait pas. Et puis, pauvre Castaner, il voulait aussi que les policiers s'agenouillent pour demander pardon dans la préfecture de police. Hein, voilà. Et alors justement, on va regarder, parce que lui, il est tout à fait prêt à mettre un genou à terre. Est-ce que vous seriez prêt à mettre un genou à terre ? Écoutez, je crois que la politique... Non, mais je vais vous répondre. Je crois que la politique, elle est faite de symboles. Si ce symbole-là était utile à combattre le racisme, je serais parfaitement à l'aise de le faire. C'est magique, là, encore. Oui, bah, voilà. Ça relève du haussement d'épaule, quoi. Le pauvre homme qui parte à la retraite, qu'il aille élever des chèvres au Larzac et ça sera mieux, quoi. Néanmoins, dans le contexte, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que tous ces discours font suite aux attaques, donc notamment du collectif Adama contre la police, qui estime que la police est raciste. Et dans cette lignée, Christophe Castaner explique qu'il peut mettre un genou à terre, donc il donne du crédit à ses accusations envers la police. Il ajoute qu'il va revoir les clés d'étranglement pour les interpellations de la police. Donc finalement, il considère que la police est coupable de ce dont on l'accuse, qu'elle est raciste. Quand on a pour fonction de gouverner, ça signifie tenir le gouvernail, vous comprenez, à l'origine. Hein. La cybernétique, c'est la science de tenir le gouvernail et de mettre en place des institutions numériques ou autres qui permettent de gouverner le bateau. Quand on doit gouverner le bateau, il faut tenir tête aux tempêtes. C'est la base. Un enfant de 4 ans comprend ça. Que quand on dirige le bateau, eh ben, il faut résister aux rafales de vent, aux tempêtes. Il faut résister aux tornades, y compris médiatiques. Quand on n'est pas capable de tenir tête à une tornade médiatique, on s'en va, on dégage. Voilà, c'est tout. Mais il faut simplement, à l'avenir, que M. Macron veuille bien faire le casting, si tant est qu'il ait des gens qui soient prêts à le suivre dans son aventure, parce qu'il y en a quand même bien peu. Pardon de dire les choses crûment, mais quand on met des tocards comme Mme Belloubet à la justice et Castaner à l'intérieur, c'est qu'on n'a personne. Autrement, s'il avait bien mieux, alors encore aujourd'hui, on parle de mettre à l'intérieur, c'est des bruits, rien de plus, je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux, mais quand on en est réduit à faire courir le bruit, que c'est une personnalité de chez les Républicains qui pourrait être... Voilà, si on est obligé d'aller emprunter dans le cheptel de la concurrence, voisin, oui. Voilà, c'est quand même minable, mais c'est rien de plus, quoi. J'ai l'impression, pour là aussi revenir au fondement, que M. Macron, notre président, n'a pas idée de ce que c'est que le domaine du régalien. Lui, il a une patrie spirituelle. Sa patrie spirituelle, c'est Wall Street et la City de Londres. Et donc, toutes ces histoires du régalien, où il faut pas d'autorité, où il y a des frontières, ça lui paraît être un espèce d'héritage un peu méprisable du néolithique, quoi. Quand les gens cassaient des silex, etc. Alors, à l'époque, c'était ma grotte, c'était pas ta grotte, etc. Donc, tout ça lui paraît dépassé, lui paraît fâcheux. Et dans son petit cénacle dans le temps, quand il y avait des maoïstes qui étaient drôles, ils appelaient ces gens-là les caniches de Wall Street, quoi. Bah, voilà, il y a les caniches de Wall Street, alors ils jappent, ils font pas grand-chose de sérieux en matière, parce que la gravité de la chose ne leur apparaît pas. Vous avez vu comment M. Macron a traité le problème de la politique de la ville. C'est important, la politique de la ville. Justement, la politique de la ville, rappelons, il y a des quartiers qui sont complètement hors contrôle. On l'a établi 100 fois, ça ne fait plus de doute pour personne. Les quartiers en question, il y a quand même 5 millions de gens qui y vivent en France. Un peu moins de 10% de la population. C'est quand même grave. On ne laisse pas 5 millions de gens vivre pendant 20, 30 ou 40 ans dans la crotte. Hein, car c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Eh bien,
quand M. Macron arrive, alors il fait un comité, bien entendu, il fait des comités tout le temps, cet homme, et donc là c'est un comité, voilà, des comités, et là c'est le comité pour le régénérescence des quartiers, machin. Alors il fait venir les pitres habituels ou les escrocs habituels, ceux qui disent tu me donnes une subvention et je te rétablis la peine dans tel quartier. Ça fait 50 ans qu'ils font le coup. On est à la 2e ou 3e génération d'escrocs qui s'enrichissent sur la politique de la ville. Hein. Donc alors il les fait venir, ils font une grande conférence, et puis il fait venir M. Borloo comme étant quelqu'un qui a l'autorité un peu pour parler de ces choses-là. Et M. Borloo propose des choses, toutes n'étaient pas mauvaises. Il est évident, quand on a affaire à des quartiers où énormément d'immigrés vivent, que les parents, ceux qui viennent des pays d'origine, ils sont paumés dans notre société, mais il faut les comprendre. Vous devriez vivre au fin fond de Ouagadougou, vous seriez aussi, vous recherchez des repères, quoi, un peu. Alors faire des maisons où on apprend aux mamans à dresser les enfants, entraîner les enfants à vivre dans un monde qui est différent, etc., c'est pas bête. Et là, bon, Borloo propose des choses, mais derrière, il y a tout le cloaque de la politique de la ville. Alors Macron soulève le couvercle, il fait oups, voilà, et depuis, hop, Borloo renvoyé à la niche, et puis les autres, et il réunit plus le comité en question, il n'en est plus question. Voilà, donc quand quelque chose lui déplaît, eh ben, il fait comme si ça n'existait pas. Et puis après ça, il y a la formule célèbre du macronisme, c'est à ça que ça reviendra à la fin, parce que Belloubet, elle assume, Castaner, il assume, Macron, il assume, Philippe, ils assument. Du style, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça, c'est pas autrement, circuler, il n'y a rien à voir. Mais bien entendu, ça ne dure qu'un temps, parce que n'importe qui a été voir une fois dans sa vie un médecin vous le dira, quand on néglige un bobo, il passe tout seul, mais quand on néglige un truc grave, il s'aggrave. Voilà, et là, c'est en train de s'aggraver. Donc, ce que dit le pauvre Castaner n'a pas une importance énorme, ce que fait la pauvre Belloubet n'a pas une importance immense. Elle voulait inviter l'agitatrice dont vous me parliez à l'instant pour prendre le thé, puis bavarder autour des petits gâteaux, vous savez, de ce qui va mal dans la société. C'est une honte, naturellement. Vous avez vu la famille en cause. Et deuxième affront, c'est Tassa Traoré qui lui a dit qu'il y avait un problème de séparation des pouvoirs, ce qui est quand même... Mais elle, c'est une bonne agitatrice, elle fait bien le job. C'est un peu, pour les années 2020, ce que Madame Arlette Laguillet était bien entraînée et tout, on la prépare. Elle bosse. Elle n'est pas dans des boîtes de nuit à danser. Elle était beaucoup en arrêt maladie, visiblement, mais... La pauvre. Et donc, non, c'est pas drôle d'avoir quelqu'un de sa famille qui meurt dans des circonstances pénibles, mais c'est pas normal non plus de se servir de circonstances qui ne font pratiquement plus de doute pour personne, sauf pour les agitateurs, pour essayer de faire progresser une cause destructrice, naturellement, de la société, une forme d'anarchisme, car c'est ça et rien de plus. Alors, dans le cas présent, vous savez, vous avez lu Lucky Luke, hein, les frères Dalton. Ils ont vraiment existé, quoi. Alors, dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, c'était déjà une période très agitée après la fin de la guerre de sécession. Entre 1865 et 1890, 1900, les États-Unis n'étaient pas retournés à la tranquillité, au calme. Il y avait des pillages de banques, il y avait des brigands, etc. Et qu'il y avait, toutes les armes avaient circulé pendant la guerre de sécession. Les brigands les avaient gardées, naturellement, après. Donc, il y avait cette bande des 4 frères Dalton, immortalisés après ça dans la bande dessinée Lucky Luke. Eh bien, les 4 frères Dalton, ils avaient une agitatrice qui les aidait à écarter d'eux les rigueurs de la loi. C'était leur mère, Ma Dalton. Voilà, exactement. Et bien là, vous avez une famille, là c'est la frangine qui s'y met, et c'est destiné naturellement à faire en sorte qu'ils puissent piller tout le bourg où ils sont dans le Val d'Oise sans qu'on les enquiquine. C'est rien de plus. Mais alors bien entendu, les réseaux sociaux, les gauchistes du journalisme, pardon du pléonasme, du journalisme Niel Drahi, là, etc., tout le monde s'y met, et ça fait une espèce d'agitation factice. Ça va retomber à un moment donné, et croyez-moi, il n'en restera pas grand-chose. Alors pendant tout ce temps-là, on va revenir à la politique de la ville qu'on vient d'évoquer. On va partir à Dijon, justement, pour regarder là aussi les festivités qui ont eu lieu la semaine dernière, sur plusieurs jours, et puis on va écouter également Marine Le Pen qui s'est rendue sur place. C'est nous les Arabes, viens. Vous ne cantonnez pas là, bande de pédés. Hein. Ouais, niquez vos mères. Niquez vos mères. Tuez-les. Bande de fils Cette situation est d'une gravité inouïe.
Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement. Que ceux qui refusent l'amnésie se remémorent la descente aux enfers du doux et placide Liban, qui d'incident en réservation territoriale s'enfonça dans une terrible guerre que des factions étrangères avaient importée. Alors c'est ça, on est devenu le Liban. Oui, vous avez vu ce qui se passe avant même Dijon sur l'histoire de politique de la ville. Ça fait des années que je râle, je dis on ne peut pas laisser les choses en état. Vous savez, il y a deux sortes de gens dans la vie. Il y a ceux qui essayent de faire bien leur boulot et ceux qui font ça pour la galerie. J'essaye de faire bien mon travail. Je connais des gens, et cette fréquentation que j'ai me permet d'aller dans des quartiers où peu de gens vont. Que ce soit des gitans, que ce soit même des gens issus des quartiers en question, j'y vais. Je vois ce qui s'y passe. Et je peux vous dire que quand je me promène dans un quartier comme ça, moi, en tant qu'Européen septuagénaire, les gamins, quand ils me regardent, ils ont plus souvent dans leur vie vu des soucoupes volantes que des gens comme moi, quoi. C'est donc des quartiers où ils sont entre eux. Il y a un entre-soi dans ces quartiers-là. Et ben, dans les quartiers en question, quand vous n'avez pas la loi sur le dos, songez une chose. En chiffreront, bien entendu, si un auditeur, si un fact-checker veut, je lui donnerai les chiffres précis. Mais en gros, vous avez Paris, intramuros, la petite couronne, la grande couronne. Entre Paris, où il y a en gros, à la louche, un policier pour 100 habitants, je crois que c'est un peu moins, ça doit être un policier pour 92 ou 93 habitants, on passe tout de suite, dès qu'on franchit le périphérique, à un policier pour 200 ou 300 habitants. C'est-à-dire là où il faudrait le plus, là où sont arrivés des masses de gens au fil des décennies qui n'avaient aucune idée des normes et des règles qu'on devait respecter pour vivre chez nous comme les Français d'origine ont décidé qu'on devait y vivre, parce qu'ils sont un peu quand même chez eux. Alors, vous invitez des gens dans votre appartement, il n'est pas prévu qu'ils fassent pipi au milieu du tapis du salon parce que ça leur chante, quoi. Ben, pareil. Alors là, vous avez l'absence de police, et ben, le quartier où ça s'est produit à Dijon, c'est un de ces quartiers-là. Alors là, il y a une tribu A, maghrébine, qui entre en guerre avec une tribu B, tchétchène, c'est-à-dire de gens issus du Caucase russe, et qui s'entretuent. Alors, ça commence par cramer les voitures, ça commence par le petit frère prend une rouste parce que t'as rien à faire là, et puis après ça, les autres arrivent. Et puis, comme les Tchétchènes sont parfois rugueux dans leur comportement social, alors ils sont descendus sur place en disant « c'est pas bon de faire ça et on va vous montrer ». S'en est suivi une intervention du président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui a dit ils ont raison, si les Français sont incapables de faire régner l'ordre chez eux, on va leur montrer. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est une révélation que je vous fais, la situation n'est pas finie parce que je connais des gens dont le métier c'est de suivre un peu ce qui se passe dans des pays par exemple comme la Russie. Les réseaux sociaux tchétchènes, ils sont chauds bouillants à vengeance, machin et tout. Alors ils ont beau être tous les deux musulmans, ça ne sera pas la première fois que des musulmans s'entretueront les uns avec les autres, comme des chrétiens d'ailleurs. Souvenez-vous des guerres de religion. Alors là, le coup de l'imam du coin qui dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu parles, vous allez voir la suite. Et là, je crois qu'on n'en a pas fini, quoi. D'une façon, parce que là, on a déclenché, ce sont des tribus. Dans les tribus, la vengeance, c'est sacré, hein, surtout pour la religion musulmane. Dieu a 99 caractéristiques connues et un secret mystique. Et parmi les 99 épithètes de Dieu qui sont connus, il y a les deux premiers de la prière. Au nom de Dieu, le bienveillant, le miséricordieux. Donc Dieu, il est bienveillant et il est miséricordieux. Mais dans la série, il y a le vengeur aussi. La vengeance est un devoir théologal. Alors, vous allez voir, bon, bien entendu, ce bazar-là n'aurait pas dû durer la minute. D'autant plus forte raison que je crois que le préfet est intervenu au bout de plusieurs jours. Mais le pauvre, il était couché, vous voyez. Alors à partir du moment où il s'agit d'emmerder des gilets jaunes qui sont blancs et qui ont une carte d'identité française, c'est simple, ils se gênent pas. Mais à partir du moment où là, le Maghreb, la Tchétchénie, Poutine, tout ça, mon Dieu, quelle horreur, il était couché sous la table, sous son bureau, quoi. Il était caché sous son bureau, le pauvre. Hein. C'est parce que c'est pas des héros à l'heure actuelle. Les préfets, ils sont taillables et corvéables à merci. Alors quand on a Macron et
Philippe et Castaner au-dessus dans sa hiérarchie, on ne sait plus trop quoi faire, quoi. Il y en a un qui s'en fout et l'autre qui dit que des bêtises, vous voyez, comme assurance pour l'appareil d'État, quoi, quand même. Et puis le troisième qui est occupé au Havre. Donc c'est quand même pas une assurance terrible. Alors, on voit une démission de l'État avec le président, le ministre de l'Intérieur, les préfets. Et on voit aussi une police qui, du coup, est accusée de manière systématique ces derniers jours de racisme et qui, j'imagine, doit de fait recevoir ces accusations comme quelque chose qui l'oblige à avoir un comportement adapté lorsqu'elle travaille. Oui, mais quand même, le gouvernement de la France, par l'intermédiaire de son ministère de l'Intérieur, a publié à la fin de l'année 2019 2 rapports. Un rapport de la police nationale et un rapport de la gendarmerie nationale. Je vous les ai apportés. Ces rapports-là font le point sur l'activité criminelle de la France. Pendant des années, la France n'a pas eu de renseignements criminels. Ah bah, à force de râler, ça y est, il y en a un. Et chaque année, ils font un rapport pour dire quelles sont les activités criminelles. Naturellement, les activités criminelles organisées. Quand un monsieur rentre chez lui, trouve sa femme en commerce galant avec l'employé du gaz et sort le fusil de chasse, qu'est-ce que vous voulez faire un rapport? Ces situations-là ne se reproduisent jamais. Que pouvez-vous étudier scientifiquement les occurrences successives, quand quelque chose est fréquent et régulier, là vous pouvez l'étudier. Donc ces rapports-là étudient le crime organisé. Le crime organisé, il est étudié sur le territoire de ce qu'on appelle la zone police, la zone où intervient la police nationale, en gros les métropoles, les centres urbains, et puis la gendarmerie, en gros la périphérie et la campagne. Voilà. Tous ces rapports disent la même chose. J'en ai apporté la synthèse. Il n'y a plus... Alors, encore là, précisons bien, il y a différentes sortes de criminalité. Il y a la criminalité financière, dite criminalité en col blanc. Madoff, tout ça, les escrocs dans les banques et tout. Laissons ça de côté. Mais la criminalité qui rend la vie impossible aux gens. Les braquages pour les petits commerçants, les cambriolages chez les particuliers, le pillage des campagnes par des nomades et autres, etc. Tout ça, c'est ce qui s'appelle la criminalité de voie publique. Soit qu'elle s'accomplisse sur la voie publique, soit qu'on emprunte la voie publique pour aller cambrioler chez les gens, etc. C'est la criminalité de voie publique. Le cybercrime, c'est autre chose. La criminalité en col blanc, c'est autre chose. La criminalité de voie publique en France, il n'y a plus un Français. C'est des rapports officiels. Alors, si vous avez fait un beau tableau, oui. Voilà, j'ai fait le tableau, vous allez voir. Ben là, c'est des Tchétchènes, ben là, c'est des gens qui viennent d'Afrique, ben là, c'est des gens dans les cités, dont tout le monde sait qu'ils sont à 90% issus de l'immigration. Il n'y a plus, comme dans Astérix, dites donc, il y a un village gaulois qui résiste dans un petit coin. Il semble qu'à Marseille, il y a encore des bandits qu'on appelle les corsos marseillais, qui sont issus de France. Tous les autres, ils viennent de l'étranger. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur, par la voie autorisée, des gens qui sont payés pour faire du renseignement là-dessus. Mais c'est des données qui ne sont pas publiques, pas pour le grand public du moins. Mais attendez, c'est marqué diffusion restreinte, mais diffusion restreinte, c'est pas secret défense, quoi. Diffusion restreinte, ça veut dire qu'il vaut mieux pas que ça circule partout. Et alors moi, j'ai quand même une question qui me semble très importante, c'est qu'on nous explique régulièrement que les statistiques ethniques en France, ça n'existe pas. Alors j'imagine que les statistiques sur les minorités étrangères, etc., sont pas plus tolérées. Comment on peut disposer de tels chiffres? Ce qui n'est pas toléré, c'est les statistiques nominales. Monsieur Jean Dupont, voilà, d'un côté, et monsieur... je sais pas, on va prendre un nom qui fâche pas, Dimitri Poutine de l'autre. Alors lui, il n'est pas français, là, il est là, voilà. Donc ça, c'est pas permis. Mais en dehors de ça, quand dans un quartier, le crime organisé est aux mains de Turcs ou de, je sais pas, de Norvégiens, évidemment, on peut le dire. Et alors, si je peux me permettre, ça me fait penser à autre chose. Vous comprenez que naturellement, moi j'ai la Cour de cassation, hein, il m'avait fait un procès, le MRAP, etc. Je les ai couverts de honte. Ils ont été battus en première instance, battus en appel, battus en cassation. Appel au public, si ça vous intéresse, j'ai naturellement l'arrêt sans renvoi de la Cour de cassation qui dit que Rofer, il a raison et qu'on peut, sans risquer les rigueurs de la loi, dire que les triades, c'est des Chinois et que les Yakuza, c'est des Japonais. Autrement, comment voulez-vous qu'on fasse notre boulot? Évidemment, c'est impossible. Les juges l'ont compris. Alors, il ne s'agit pas de dire « Monsieur un tel, c'est un sale étranger », etc. Il s'agit de dire qu'il y a des populations criminelles. Nous le disons à chaque fois, c'est pour ça qu'on a gagné tous les procès. Évidemment, toute une population n'est pas criminelle.
Dans la province de Palerme, il y a 700 000 habitants, il y a 3 000 mafieux. Les autres, c'est des braves gens, si vous voulez. Bien sûr. Bon, il ne reste pas moins que dans votre tableau, on a l'impression il y a certaines nationalités qui sont représentées ou surreprésentées dans certains trafics, dans certains types de criminalité, et on a l'impression que c'est pas pour eux, quoi, que les Tchétchènes, les groupes de Tchétchènes restent avec des groupes de Tchétchènes. Visiblement, ils s'entendent pas très bien avec les Maghrébins, on l'a vu à Dijon, que les Bulgares font autre chose, les Albanais font autre chose, mais surtout qu'ils le font entre Albanais ou entre Tchétchènes. Bah, évidemment, tout le monde est comme ça, enfin. Les gens qui font des fest-noz, c'est des Bretons. C'est pas une activité criminelle. Hein, mais les gens, de le préciser. Ben oui, ben évidemment. Enfin, tous les gens font ça avec les gens qu'ils connaissent. Enfin, comment voulez-vous qu'il en aille autrement? Oui, quand vous... D'abord, la langue les protège. Ils parlent des sabirs dans le Caucase. Trouver des interprètes, c'est pas facile. De même, personne ne parle l'anglais chimiquement pur. On parlait des Noirs des États-Unis. L'argot des Noirs des États-Unis est incompréhensible par les Blancs. Ils ne le comprennent pas. Ils ont une manière de parler entre eux. Alors moi, qui ai beaucoup étudié les phénomènes criminels liés au transfert de population, etc., j'ai eu de longues conversations avec les Noirs américains. J'ai mis des mois à comprendre ce qu'ils me racontaient. Je suis bilingue, j'enseigne en anglais dans des universités anglaises et américaines. Pour comprendre les Noirs américains, c'est tout un bazar. Ils parlent anglais. Voilà. Une anecdote, j'étais avec une amie, la première fois où on a franchi la ligne Mason-Dixon, la ligne dans le sud des États-Unis. Le lendemain, on était au fin fond de l'Alabama. La dame est venue porter le menu du petit déjeuner à la jeune femme en question. Elle lui a parlé, elle m'a regardé en disant quelle langue elle parle. C'était une dame du sud des États-Unis qui parlait avec l'accent qu'on a dans le sud des États-Unis. Donc, ça les protège naturellement, les langues étrangères, des langues que personne ne comprend. Et puis en plus, quand c'est pour des activités criminelles, il est bien plus facile d'agir avec son cousin qu'on a connu tout petit, on connaît les tenants, les aboutissants. Aucune société criminelle n'accepte d'étrangers en son sein. Soit d'étrangers par famille, soit d'étrangers par initiation, ce qui est le cas dans la mafia sicilienne. Ils n'acceptent pas d'étrangers. Les critères pour rentrer dans la mafia sicilienne, c'est infiniment plus dur que pour rentrer au Jockey Club. Il faut être... Bah oui, attendez, alors je vais dire des choses qui sont désagréables. C'est pas moi qui les dis, ok, c'est leurs mœurs à eux, c'est pas les miennes. Il faut être catholique de père et mère, sicilien depuis au moins 5 ou 6 générations. Il faut pas avoir dans sa famille de gens proches qui soient policiers ou magistrats. Il faut pas être homosexuel, parce que dans une société traditionnelle comme la société sicilienne, ça vous fragilise. Bon, maintenant, il y a des exceptions. On cite le cas d'un chef de famille de la Camorra, en Campanie, à Naples, qui est pas tellement si hétérosexuel que ça, mais pendant très longtemps, c'était les règles. Et surtout, il ne faut pas avoir dans sa famille une personne proche ou lointaine qui a été assassinée par la mafia. Comme les mafieux se doivent la vérité, si on peut poser la question, ah oui, mon cousin Gaston, là, qui l'a tué, il est obligé de vous dire, vous déclenchez des voilà. Donc ce sont des normes extrêmement sévères. Il y a des gens dans la mafia sicilienne qui ont été refusés parce que 30 ans avant, au village dans la montagne, maman avait eu la cuisse un peu légère, leur meurt, parce que ça peut créer des chicayas, tout ça est interdit. Alors vous voyez les critères d'admission pour le crime. Il s'agit de faire des choses illégales, illicites, clandestines, et naturellement, c'est extrêmement surveillé, extrêmement contrôlé. Alors ben voilà, les Tchétchènes sont avec les Tchétchènes, et puis les gens dans les cités, c'est soit les copains de la cage d'escalier qui connaissent depuis qu'ils sont tout petits, soit des gens qui viennent du bled, en Algérie, au Maroc ou autre. C'est ça. Mais je dirais, ça me choque pas, c'est spontané. Alors, les clubs de foot se sont créés comme ça au départ. C'était les gens du coin. Pour conclure, Xavier Refer, j'aimerais reprendre un peu tout ce qu'on a dit tout au fil de cette émission. Alors, on a expliqué qu'il y avait des attaques contre la police qui seraient racistes. Vous m'expliquez à l'instant que finalement, la criminalité en France aujourd'hui, elle est essentiellement étrangère. La criminalité des rues, hein, pas... J'ai bien saisi. Autant pour moi, vous avez raison de repréciser. Mais précisément, la criminalité des rues, c'est bien là où la police intervient en théorie. Alors, si la police ne peut plus intervenir à l'encontre d'individus d'origine étrangère, puisqu'elle est accusée de racisme, mais que vous m'expliquez que l'essentiel de la criminalité est étrangère, la police fait quoi en France ?
Ils s'arrêtent les 3-4 derniers septuagénaires blancs du bourg, et puis à la fin, ça devient grotesque et tout le monde s'en aperçoit et le système explose. Évidemment, on ne peut rien faire. Si vous voulez, la logique, on dit l'arrestation du nombre de Africains, Maghrébins, etc. est disproportionnée. Disproportionnée par rapport à quoi? Une proportion. En bon français, en calcul de base qu'on apprend à la petite école, c'est une proportion par rapport à quelque chose. Si vous avez du vin qui fait 12 degrés, la proportion d'alcool dans le vin, elle est normale parce que le vin, ça fait 12-13 degrés. Si vous avez du vin qui fait 70 degrés, la proportion est anormale par rapport à une moyenne. Évidemment, toujours, partout. Et là, on dit c'est disproportionné. Mais si c'est un quartier où petit à petit se sont agglutinées que des populations immigrées originaires de l'Afrique, comment pouvez-vous dire que c'est disproportionné? Il faut, dans un premier temps, connaître le nombre de malfaiteurs issus de ces communautés qu'il y a dans le quartier, et puis, dans un deuxième temps, voir si les arrestations sont proportionnées ou pas par rapport à la quantité de criminels. Enfin, je rougis d'avoir à dire des banalités pareilles, c'est comme ça qu'on fait partout. Si on dit dans un quartier, il y a le nombre les fameux clusters, là, vous savez, le nombre de malades du Covid-19 est disproportionné. C'est disproportionné par rapport à la moyenne du nombre de malades dans les autres quartiers. On ne peut pas dire, il n'y a pas de chose disproportionnée en soi. Ça n'existe pas. Toute idée de proportion. Alors, à partir du moment où vous avez des malfaiteurs en majorité, en grande majorité, en quasi-totalité des fois d'origine étrangère, si on n'arrête plus d'étrangers, eh ben, le système vous pète à la gueule. Vous comprenez? C'est ça. Voilà, ça ne peut pas durer, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser d'être pillés comme ça. J'allais dire qu'on a parlé des cités hors contrôle, on a parlé de la zone, des territoires de la politique de la ville. 5 millions d'habitants. Il y en a 3 000, 4 000, 5 000 là-dedans qui fichent le bazar. Les autres, ça les amuse pas du tout. Si vous pensez que c'est amusant, quand vous êtes enceinte, d'avoir à monter la poussette avec l'autre gamin à 7 étages à pied dans la tour parce que l'ascenseur est squatté par les dealers, c'est pas drôle. Si vous pensez que tous les jours, rentrer dans votre immeuble, avoir des mecs qui vous regardent sous leur cagoule avec les pitbulls, etc., c'est affreux. On leur fait subir ça depuis 30 ans. Et je le dis et je le répète, le premier gouvernement qui aura le courage de prendre en main cette situation-là et de faire régner l'ordre dans les cités en question, le type qui prend la tête de cette croisade-là, il est réélu jusqu'à sa mort par les habitants des zones en question. Je peux vous dire, je parle avec des gens qui sont issus. J'ai beaucoup d'étudiants, des gens des Balkans que je connais partout, on va dans les quartiers, mais ils n'en peuvent plus, quoi. La vie est insupportable. Et on les laisse sous prétexte que des agitatrices comme la dame dont vous nous avez parlé tout à l'heure, là, essayent de desserrer le carcan de la justice sur ces bandits de frères, quoi. C'est ça la réalité. Et donc la police, elle n'est pas raciste, la police, elle fait son job, elle doit arrêter les gens, et vous savez, dans le temps, avec Gilles William Nadel, et puis avec un troisième garçon qui, lui, était fils de harki, on a signé une tribune libre ensemble tous les trois dans le Figaro à l'époque, en disant que le fait d'avoir subi les rigueurs du colonialisme ou le fait d'avoir eu une famille massacrée par des génocides anciens n'ouvre aucun droit à attaquer les banques ou à vendre de la drogue. C'est naturellement infiniment regrettable. Pas d'immunité républicaine. Mais c'est pas de l'immunité. Enfin, ce que je dis, là aussi, il faut rougir. Si jamais on dit, ah, vous comprenez, ma grand-mère, je suis d'origine d'Esquimaux, alors les Esquimaux ont été massacrés par les Coréens, donc là, je viens de piquer le sac de la petite vieille, mais vous pouvez rien dire. Comment est-ce possible ? C'est naturellement impossible. Aucun pays. Ça s'appelle l'anarchie. On a des exemples historiques de ce qui s'est passé quand l'anarchie dominait dans une ville. Vous allez voir la zone hors contrôle là, du centre de Seattle, ça va tourner au bain de sang. On va y trouver des toxicomanes avec... Déjà 4 fusillades et un mort. Et voilà, mais exactement. Mais alors à la fin, ce sur quoi je voulais bien insister, ces phénomènes-là ne démontrent pas la vitalité d'une cause, c'est plutôt de l'ordre des convulsions de l'agonie. Et je voudrais conclure en vous avouant une faute, une erreur intellectuelle, c'est-à-dire... J'ai pas compris très vite, j'ai pas compris tout de suite, j'ai pas compris assez tôt ce que signifiait en profondeur le phénomène quand on a vu apparaître des groupes terroristes en Europe qui s'appelaient les Brigades Rouges, la Fraction Armée Rouge, qui étaient ultra-communistes, communistes au point de vouloir imposer le communisme par la lutte armée dans l'Europe des années 60-70. J'ai pas compris que ça,
c'était les convulsions de l'agonie du régime soviétique. C'était le régime soviétique, le communisme international retombait en enfance. Dans son début, le communisme russe était insurrectionnel. Lénine n'a pas renversé le tsar, il a renversé un régime qui s'était créé en février 17, qui était un régime démocratique. C'était un régime de Kerensky. Voilà, il a renversé ce régime par la force des armes et par une insurrection armée. Et le fait que 7 décennies après, il y ait cette espèce de retour au communisme armé, c'était pas le signe de la vitalité du mouvement communiste international, c'était le début de son agonie. Et quand le mur s'est effondré, j'ai dit, nom de Dieu, j'ai pas compris ça à temps, j'aurais dû le piger plus tôt. Voilà, ça c'est une erreur intellectuelle. Ce genre d'agitation un peu factice comme ça, c'est pas bon signe pour ceux qui pratiquent ce genre d'agitation à comme la dame agitatrice dont vous me parliez tout à l'heure. C'est pas bon signe pour elle. Merci beaucoup Xavier Hofer pour vos lumières comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre le pouce en l'air sur cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne TV Liberté si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.